Bon, merci à tous d'être là. Je présente rapidement Carlos, qui est à TER, à l'Université Paris-Est, qui est docteur, historien du texte et de l'image, qui a fait une thèse sur Welbeck et Volpi, sur le post-humanisme, et qui est aussi programmateur de films, d'où son érudition tout à fait exceptionnelle dans l'histoire du cinéma et des représentations de l'intelligence artificielle. Donc, on est heureux de l'entendre pour une keynote, hein, qui va essayer de nous faire l'histoire de ce qui est vraiment maintenant un véritable sous-genre de cinéma de science-fiction. Voilà, Carlos, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour bon, la générosité, je ne saurais pas la qualifier, Alexandre. Merci beaucoup pour cette invitation, hein. Merci beaucoup à Pierre aussi pour l'organisation, pour la réponse toujours rapide et pertinente et agréable, etc. Merci à vous tous d'être ici, c'est-à-dire chez vous. Je vais donc pas dépasser... Ah, est-ce que je peux partager mon écran, s'il vous plaît? Là, Oui, je vous autorise à partager l'écran, c'est fait. oui, je voudrais vous montrer quelques images. Je ne vais donc pas dépasser mes 15 minutes, mais cela veut dire donc que je vais faire quelque chose de très général, de très panoramique. Le problème de cela, c'est qu'il n'y aura pas donc d'analyse filmique, mais l'avantage, je l'espère dans tous les cas, c'est pouvoir poser quelques repères, hein, pour la discussion à venir. Donc, je commence tout de suite. Je vais juste lancer mon chrono. D'accord, donc vous voyez mon titre, augmenter la machine, réduire l'humain, intelligence artificielle et singularité technologique, un siècle d'altérité post-humaine dans le cinéma. En tant qu'outil épistémologique, le post-humanisme est composé par un système de discours, dont la singularité technologique. Né dans les années 1950, la notion de la singularité ouvre la possibilité qu'une machine intelligente, de préférence créée par une autre machine, puisse prendre le contrôle de son propre développement. Fondée sur l'idée d'une évolution exponentielle de la technologie informatique, qui s'appuie dans un premier temps sur la mal nommée loi de Moore, puis sur une loi d'accélération du progrès, la singularité a été popularisée par l'auteur de science-fiction Vernor Vinge dans les années 1980 et a trouvé dans les directeurs de l'ingénierie de l'entreprise Google, Raymond Kurzweil, sa figure centrale depuis les années 2000. Selon ces dernières, l'évolution des technologies donnera naissance en 2045 à une intelligence non biologique 1 milliard de fois plus performante que l'esprit humain. Vous voyez, 2045, 1 milliard de fois. C'est ce qu'on appelle vraiment faire des prophéties. De cette manière, la singularité, et c'est, je pense, la première idée à retenir, la singularité technologique a pour fondement une conception de l'histoire comme un vecteur de progrès, comme une marche vers une forme d'accomplissement technoscientifique, vers un perfectionnement exponentiel qui serait inévitable. Elle se présente comme cela. Donc, vous avez compris, la singularité est une idée moderne, qui naît à l'époque presque du postmoderne, hein, dans les années 50. Si le film L'Uomo Meccanico, du réalisateur français André Dede, constitue la première représentation d'un robot dans l'histoire du cinéma, on pourra revenir peut-être plus tard pourquoi c'est la première, tout au long du siècle qui s'est ensuite écoulé, et en parallèle des avancées technoscientifiques, mais c'est également des réflexions sur l'altérité machinique, ont vu le jour multiples représentations cinématographiques d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire d'une forme d'intelligence non biologique produite scientifiquement par l'être humain. J'insiste sur ces mots car si on parle de biologie, on devrait laisser entrer tous les Frankenstein, tous les Dr Moreau, etc. Et ici, on parle plutôt de la machine. Si le film, donc, d'un point de vue morphologique, il semble possible d'étudier ces représentations en deux groupes. D'une part, les créations qui possèdent un corps défini, très souvent de forme humaine. Maria, réplique d'une femme dans Metropolis. Robbie, créé par un scientifique habitant dans une autre planète, dans Forbidden Planet. Ou les policiers qui surveillent et punissent les humains réduits en esclavage dans un monde souterrain dans THX 1138. D'autre part, les intelligences artificielles qui habitent ou dominent un espace ou une réalité, mais dont l'existence ne se limite pas à celle d'un corps ou d'un objet.
C'est le cas d'Alpha 60, qui contrôle la totalité des activités humaines dans la ville d'Alphaville, dans le film de Godard. HAL 9000, qui dirige le vaisseau spatial Discovery One, dans le film de Kubrick. Proteus 4, qui occupe une maison dans Dimossi, ou Samantha dans Her, qui non seulement passe d'un objet à un autre, mais qui les habite de manière simultanée. Il est cependant également possible d'étudier ces représentations en s'attardant sur les relations qu'elles entretiennent avec les êtres humains. Pour cela, trois groupes autour des trois mots-clés semblent possibles. Travail, compagnie, concurrence, qui sont autant de niveaux d'un rapport hiérarchique allant de la supériorité humaine, travail, à celle de la machine, concurrence, en passant par une forme d'égalité entre les deux, compagnie. Le premier groupe, celui des travailleurs, le mot travail doit être compris dans son sens. Allô, je crois qu'il y a un petit peu de bruit sur votre micro. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu fort? En fait, ce n'est pas nos micros à nous, c'est votre micro qui fait un petit peu d'écho. Donc, si vous parlez un tout petit peu plus fort, merci beaucoup. D'accord. Là, comme ça va ou Ça a l'air d'aller, merci. Ok, je vais parler plus fort. Par contre, je suis perdu. Alors, j'étais à Gort, oui. Donc, les robots travailleurs. Et, juste 2 secondes que je retrouve. Oui, alors, il s'agit donc de concevoir le travail dans un sens très large où il s'agit d'accomplir une série de tâches précises et prédéterminées. On peut penser donc à ces robots dans les films de Robert Wise, qui est capable de prendre des décisions, mais qui ne cherchera pas à dépasser le cadre de ses obligations, c'est-à-dire de sa propre programmation. Pour le deuxième groupe, celui des accompagnateurs, les traits d'une personnalité sont plus développés et impliquent souvent une plus grande ressemblance physique avec les êtres humains. Certes, ces créations accomplissent une mission, mais elles possèdent des caractéristiques propres capables de dessiner les contours d'une personnalité, permettant ainsi l'empathie, l'identification du spectateur, voire la mise en scène en question, ontologique des personnages humains. On pense à David dans Artificial Intelligence ou à Leona dans le film de Koji Fukada. Ce dernier personnage est interprété par une véritable machine. On pourra peut-être en discuter plus tard. Le troisième groupe des concurrents est composé par des entités qui sont entrées en conflit avec la domination humaine, qui contestent la hiérarchie imposée, qui cherchent à s'émanciper ou bien à prendre le contrôle de l'existence humaine afin de renverser l'ordre. On peut évoquer les réplicants de Blade Runner, le système Matrix dans le film du même titre ou Ava dans Ex Machina. Il y a bien évidemment des passages entre ces trois groupes et une entité créée pour réaliser... Ouais. Alors là, les vacances, elles seront bienvenues. Hein. On est d'accord pour les vacances? Écoute... Ah, bon, c'est bon. Donc, je disais, il y a des possibilités d'établir des ponts, des passages entre ces trois groupes, et une entité qui a été créée au début pour réaliser une activité ponctuelle peut se complexifier et devenir, au regard de ses interlocuteurs, plus humaine, pour ensuite constituer une menace. C'est par ailleurs l'intrigue, on en parlait ce matin, de cet ouvrage fondateur, RUR, de la pièce de théâtre donc, de Karel Capek, dont on trouve la première mention du mot robot. De la même manière, dans la classification morphologique, sont parfois permis des passages d'une forme physique à une autre. Par exemple, d'un corps humain vers une forme virtuelle et non figée, comme dans Transcendence, d'un corps androïde vers plusieurs objets ou un réseau, ou du réseau vers un corps humain dans Ghost in the Shell, ou d'une machine polymorphe vers un corps humain, par exemple dans Demon Seed, et c'est là par l'insémination artificielle non consentie d'une femme. J'utiliserai donc ces deux approches morphologiques et relationnelles pour, à partir d'un corpus de 60 films réalisés entre 1921 et 2020, un siècle donc, viser deux objectifs. D'un côté, chercher à identifier les points forts de la singularité technologique,
et puis analyser l'espace-temps fictionnel dans lequel ces représentations ont lieu, c'est-à-dire s'il est utopique, s'il est dystopique, s'il est futuriste, etc. Il s'agit en somme de répondre à une question: comment l'altérité fabriquée par la singularité technologique affecte-t-elle les récits et les personnages humains? Donc, je vais bien sûr passer tout de suite à mes conclusions. Je n'aurai pas le temps de faire la partie développement, mais c'est là qu'on va avoir peut-être des idées, des discussions. Donc, j'ai dit ces premiers points: identifier les principes de la singularité technologique. Il me semble qu'on peut dire que la singularité technologique, ce sont les 2 dernières étapes dans une série de 4 étapes. Première étape, la fabrication et la mise en fonctionnement d'une intelligence artificielle. Deuxième étape, l'apprentissage, souvent très rapide, de cette intelligence artificielle, l'apprentissage du monde par Internet, par observation, etc. Troisième étape, la conscience de soi, la prise de conscience de soi. Et quatrième étape, le désir, donc, de prendre les rênes de sa propre évolution, de décider de son propre destin, de son futur. Ce sont donc ces 2 dernières étapes qui configurent et qui nous montrent qu'on parle d'une intelligence artificielle de la singularité. Si on fait cet exercice, déjà, le corpus de 60 films, il va se réduire énormément. Et on va passer, par exemple, ici, à un corpus de 23 films. Alors, la question du corpus est très complexe. On peut peut-être revenir plus tard si vous voulez, mais ici, je ne m'attarde pas. Mais donc, à partir de ces 23 films, on peut constater déjà 2 choses. La première, il me semble que le tout premier film dans l'histoire du cinéma qui met en scène une intelligence artificielle telle que décrite par la singularité est un film français, et pas n'importe lequel, en plus, c'est un film de Jean-Luc Godard, c'est Alphaville. Le plus récent, c'est assez complexe, mais pourrait être The Trouble with the Big Burn de Sandra Vollmer de l'année dernière. On peut constater aussi que dans cette liste, il y a les 3 morphologies qui ont été évoquées et il y a aussi les 3 types de relations qui ont été évoquées. Donc, c'est vraiment un panorama. Si on passe à la deuxième question, celle de l'espace-temps fictionnel, on va constater que dans ces films, il y a 3 possibilités. Soit ils ont lieu dans un futur proche, c'est-à-dire une quarantaine, maximum 50 d'années plus loin dans le futur à partir de la date de réalisation du film, soit ils sont dans une sorte de présent parallèle, c'est-à-dire qu'on reconnaît le présent référentiel, mais il y a un certain nombre d'éléments, par exemple politiques, sociaux, qui nous font penser que la réalité n'est pas tout à fait celle qu'on connaît, soit c'est vraiment le présent, et c'est le présent référentiel qu'on connaît, à la seule et unique différence que l'intelligence artificielle existe, est là. Mais on n'a pas besoin de voitures qui volent ou des choses comme ça pour le faire. Ces 3 possibilités, qui restent quand même très ancrées dans le présent, me font penser au deuxième point, donc, que c'est quel type de représentation fictionnelle on a. On va voir qu'il s'agit soit de dystopies, soit des représentations qui, dans tous les cas, on aurait du mal à trouver souhaitables, et dans tous les cas, pas d'utopie. Il n'y a pas un seul film dans cette liste qui se présente comme une utopie. La question, et ce que je trouve intéressant là, c'est qu'il me semble peut-être la seule exception de Matrix, et même on pourrait discuter, l'intelligence artificielle n'est pas la cause de la dystopie. L'intelligence artificielle est même parfois une possibilité de régler les problèmes, mais dans tous les cas, la dystopie dans ces films, dans cette liste de films, est la dystopie du présent, du réel, du monde référentiel. Je vous donne cet exemple-là dans le film Colossus, The Forbidden Project de 1970, connu en français comme Le cerveau d'acier. Ce qui est dystopique, ce n'est pas une intelligence artificielle qui prend le contrôle des machines et qui menace avec la destruction de la planète. Ce qui est dystopique, c'est la guerre froide. D'accord? Donc, c'est là que je voulais en venir. Et j'arrive donc à mon troisième point, pour ne pas dépasser mon temps de parole. La question de comment l'altérité fabriquée affecte-t-elle les récits et les personnages. L'altérité fabriquée, j'insiste, de la singularité. On pourrait l'avoir en 3 points. Dans ces films, par exemple, Sayonara de Koji Fukada, on voit dans cette image ces deux êtres. À gauche, une femme, à droite, un robot. On voit qu'il y a un effet miroir qui est assez voulu par le réalisateur Koji Fukada. Mais il me semble que plus que dire que la machine va vers l'être humain, ce qu'on voit, c'est que l'être humain va vers la machine. C'est-à-dire que dans les premières représentations dans l'histoire du cinéma, la machine, l'intelligence artificielle est un bloc. C'est une entité fermée. On ne peut pas y accéder. On peut peut-être communiquer dans le sens que si j'ai dit A,
La machine va entendre A, et si elle dit B, je vais entendre B. Mais je ne peux pas la faire changer d'avis. Elle ne pourra pas me faire changer d'avis. Donc, on reste dans deux entités séparées. À partir peut-être du film Blade Runner, donc assez tard déjà, 1982, et peut-être de manière plus claire à partir de Ghost in the Shell en 1975, on peut commencer à voir qu'il s'agit d'une perméabilité. Mais j'insiste, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une perméabilité de la machine qui devient humaine, c'est plutôt de l'être humain qui perd ses repères ontologiques et qui se voit donc face à la machine vexé, parce qu'il n'a plus son caractère unique. J'insiste sur ce point car c'est justement le problème de l'anthropocentrisme. Hein. On construit une machine, la machine commence à avoir des comportements qui ne rentrent pas dans ce que j'appelle machine, et du coup je dis tout de suite que c'est humain. Or, ce n'est pas humain, c'est juste ma définition d'humain est faible. Et c'est ça qui est donc frappé par ces films. Je termine donc avec ces petits extraits de 10 secondes de ces très beaux films, donc, les plus récents. Et je pense que l'image parle d'elle-même. On voit ces robots, c'est la fin du film, hein. On voit ces robots qui a les corps d'abord d'une petite fille et puis d'un petit garçon qui marche tout seul. Et vous voyez bien où il marche, hein, entre deux, au milieu. Et là, on pense à Nietzsche, on pense à cette idée que l'être humain, c'est donc cette bête, cet être, pardon, qui fait un peu le funambule entre la bête et le surhumain. Bah, ici, c'est la machine qui le fait, et elle le fait pour nous montrer donc que nos définitions peuvent être corrigées ou améliorées. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carlos. C'était effectivement une keynote éclair sur un sujet central. Ce que je vous propose, c'est qu'on intègre la réaction et les débats à la table ronde qui va avoir lieu et que Marida Di Crosta de l'équipe de l'Université de Lyon, hein, qui co-organise ce colloque, va maintenant nous présenter. Je te laisse la parole, Marida.